Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, la mairie de Mamoudzou pose le premier horodateur du département. Après la mise en place des disques bleus, la municipalité poursuit sa politique visant à faire payer les places de parking au sein du chef-lieu. Au total, 11 appareils vont être installés lors des 2 prochains mois. À partir du mois de juillet, les horodateurs seront tous fonctionnels. D'ici là, la mairie va lancer une campagne de communication afin notamment que chacun prenne connaissance des prix. Objectif, éviter que certaines places de parking soient monopolisées durant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Le point dans ce sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Chose promise, chose due. Ce matin, la mairie du chef-lieu a inauguré la pose du tout premier horodateur du département. Selon le premier adjoint au maire en charge de l'aménagement, l'objectif est très simple, permettre une plus grande rotation entre les véhicules stationnés. Nous avons commencé au départ par les disques bleus. Nous continuons avec le stationnement payant avec horodateur. Il y a des sites qui étaient en disque bleu, notamment à la rue du Commerce, et qui vont devenir en stationnement payant. Ça veut dire que c'est un changement de comportement. L'objectif est toujours très simple. C'est surtout encourager la rotation. Parce que nous n'avons pas assez de places de stationnement sur Mamoudzou par rapport à ces flux de rentrants en termes de véhicules. Et la seule solution en tout cas que nous avons pour le moment, en attendant les transports en commun qui vont arriver d'ici 2 ans, c'est de mettre de l'ordre dans le stationnement. Après la mise en place des zones bleues, la mairie va désormais plus loin en imposant le stationnement payant, même si pour Mohamed Mouenji, l'objectif poursuivi n'est pas financier. Avec les disques bleus, pour un emplacement ou une place de parking, il y avait 4 véhicules par jour. Là, avec le stationnement payant, nous allons gagner entre 6 et 8 véhicules. Donc c'est vraiment un gros avantage pour nous tous, hein, parce que sincèrement, quand vous tournez en rond sur Mamoudzou et que vous n'avez pas un endroit pour vous garer, là, avec le stationnement payant, ça libère beaucoup de place. C'est ça l'intérêt. Ce n'est pas seulement un intérêt financier ou cette envie que je ne connais pas de taxer la population. Pour laisser à chacun le temps de se conformer à cette nouvelle réglementation, la mairie se laisse 2 mois afin d'installer tous ses horodateurs et de communiquer sur les futurs tarifs de stationnement. Nous posons la première machine à la rue du Commerce qui sera concernée par le stationnement payant sur horodateur. Ensuite, il y aura l'ancienne place du marché, la place mariage, mais aussi le parking des croisiéristes entre le camion rouge et le camion blanc. Et puis cette rue, la rue qui descend vers la Copémaille. Bon, nous avons 11 horodateurs, nous les plaçons où nous pouvons, sachant que derrière, ce n'est pas le nombre en soi qui compte, mais c'est aussi la logique derrière. Voilà, donc c'est plus un stationnement réglementé, mais c'est un stationnement payant. Concernant les détails en matière de tarification, s'agissant des commerçants, des riverains ou des usagers de la route, il y aura une campagne de communication qui va démarrer bientôt et nous avons 2 mois pratiquement pour la mener à bien puisque les horodateurs seront vraiment opérationnels au mois de juillet. Au mois de juillet prochain, l'île va donc vivre une mini-révolution. Pour la première fois, il conviendra de payer pour stationner. Reste maintenant à espérer que le projet Caribus sera lui aussi dans les temps afin d'offrir à la population de nouvelles alternatives pour circuler à Mamoudzou. Éducation maintenant dans votre 19h. Depuis des années, les syndicats de l'éducation nationale à Mayotte réclament la création d'un rectorat de plein exercice. Jeudi dernier, lors de sa déclaration à Matignon, le Premier ministre a donné raison aux syndicalistes. Le vice-rectorat va laisser place à un rectorat, ou plus exactement à une académie. Ce matin, nous recevions Pierre Luciana, membre de la délégation interministérielle en charge de l'éducation. Ce dernier a accepté d'expliquer les différences majeures entre les compétences départementales actuelles et celles académiques à venir. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Alors, pour bien mesurer la différence, oui, il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est la création d'une académie. Un exemple. Oui, le type de postes qui seront créés. Un délégué académique, oui, à la formation professionnelle initiale et continue. C'est-à-dire qu'il va y avoir, et je vous donnerai d'autres exemples, la création d'un expert de haut niveau qui, à temps complet, travaillera sur l'articulation, l'évolution de l'offre de formation par rapport aux besoins du territoire,
les nouvelles filières à développer, mais également dans les différents domaines, c'est-à-dire pas seulement sous statut scolaire, mais également sous statut d'apprentissage et au niveau de la formation continue. Et on va, deuxième exemple, pour en prendre que deux, vous savez qu'un des enjeux importants du territoire s'attache à la part de non-titulaires et donc l'effort de formation que le ministre a d'ailleurs annoncé. Et donc il est important, avec une académie, on a un délégué également académique à la formation des personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire une ingénierie de formation qu'on ne trouve pas dans une structure départementale. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 25 avril. Radio, télévision, presse écrite, site internet, ces dernières semaines, les médias nationaux se sont beaucoup intéressés à la situation au sein du 101e département de France. À ce titre, le collectif Mayotte en mouvement a décidé de saisir le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. En effet, ses membres s'insurgent suite à une série d'articles ayant pointé du doigt une mobilisation raciste et xénophobe. Le collectif écrit ainsi, je cite, « Monsieur le ministre, nous vous interpellons au sujet des dérives de certains professeurs de la fonction publique mutés à Mayotte qui accusent les Mahorais de xénophobie et de racisme, comme c'est le cas des articles publiés sur Mediapart par un professeur d'histoire-géographie au lycée de Sada et un professeur de philosophie au lycée du Nord. Ils affirmeraient que la France n'a rien à faire dans ce trou à rats. Ces propos ne peuvent qu'attiser la haine et aller à l'encontre de la paix sociale que Mayotte peine à conserver depuis des années. Carla Baltus, la présidente de l'instance paritaire du Pôle emploi Mayotte, vient d'écrire à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Cela fait suite aux annonces du Premier ministre quant à la création d'une direction régionale de Pôle emploi à Mayotte. Revendication des acteurs économiques depuis de longues années, selon la présidente, ce statut régional enlèverait tous les verrous, facteur de blocage dans le fonctionnement au quotidien de Pôle emploi Mayotte. Elle ajoute, je cite, « Il a besoin d'autant de moyens que la Guyane, du fait qu'elle a une population similaire et un taux de chômage plus élevé de 27% contre 24%. La Guyane dispose de 5 agences et d'une plateforme de production avec 247 agents. Aujourd'hui, le Pôle emploi Mayotte, du fait de son statut territorial, dispose de 2 agences avec environ 70 agents, dont une dizaine de CDD. Compte tenu de ces éléments et de l'urgence, nous nous mettons à votre disposition pour mener à bien cet engagement gouvernemental. » Lundi dernier, les membres des fédérations professionnelles des secteurs du bâtiment et des travaux publics étaient réunis en comité autour de plusieurs représentants de l'État. Objectif, donner de la visibilité sur les grands investissements qui seront réalisés par les acheteurs publics dans les prochains mois et les prochaines années. Sur la période 2018-2020, les projets d'investissement sont ainsi évalués à 200 millions d'euros par an, tous secteurs confondus. Cela représente une augmentation de 30 à 40% par rapport aux 3 dernières années. Ce comité sera amené à se réunir au moins une fois par an pour faire le point des travaux qui seront menés par l'Observatoire de la commande publique. A noter qu'à Mayotte, la filière du bâtiment et des travaux publics occupe une place prépondérante dans l'économie, puisque ces secteurs représentaient 10,3% des effectifs salariés en 2012 et 20% des emplois du secteur privé mahorais. Et le Premier ministre a annoncé un rectorat, mais également une ARS de plein exercice. Là encore, une question se pose, quelle différence entre l'ARSOI et la future ARS Mayotte? Pour y répondre ce matin, nous recevions le président du centre hospitalier de Mayotte, Issa Abdou Issa. À la suite de son élection le 20 décembre dernier, le 4e vice-président du conseil départemental avait appelé de ses vœux à la création de cette agence régionale de santé à Mayotte. C'est désormais chose faite, et au-delà de l'aspect symbolique, pour Issa Abdou Issa, cela va transformer l'approche actuelle de la santé sur le département. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millan. Ça change tout. Ça change tout. D'abord parce que on parle souvent des symboles. Les symboles, ça compte. Ben oui, on est un département français depuis 2011. Ok, on coupe le cordon avec la Réunion. Non, mais au-delà de ça. Attendez, au-delà de ça, mais enfin, il y a 5 départements d'outre-mer, je vous signale, et il y a 4 ARS. Il y a qu'à Mayotte qu'il n'y a pas d'ARS Mayotte. Voilà. Donc c'est important par les temps qui courent de donner ces signaux forts, ces gages-là, et de dire d'égalité quelque part. Exactement. Mais au-delà de ça, c'est vrai, le fléchage
depuis la métropole, depuis le ministère, va se faire directement avec Mayotte, chose qui n'était pas le cas avant. Le fonds d'investissement régional, par exemple, source de l'ARS-OI de 5 décembre 2017, avait budgétisé 76 millions d'euros et il y avait, 65 millions, 90% qui allaient à la Réunion et 10%, soit 7,7 millions à Mayotte. C'est juste pas supportable. Et donc un fléchage, une équité par rapport au financement. On termine cette édition avec ce festival culturel. Ce vendredi, la place de la République va accueillir la 11e édition du Festival des arts traditionnels de Mayotte. Cette année du 26 au 28 avril, le FATMA fera la part belle à l'histoire du département. Expositions, chants, danses, carnaval, mais également commémoration de l'abolition de l'esclavage sont au programme. Ce matin, une conférence de presse a eu lieu en présence du président du conseil départemental. Ce dernier a notamment fait part de son souhait quant à un changement de date de commémoration. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Amina Ariti et Leslie Vimenet. Cette 11e édition du Festival des arts traditionnels de Mayotte se veut ambitieuse. Au programme des actions et animations dont l'objectif est de promouvoir la culture et les traditions mahoraises. La chargée de programmation nous en donne un aperçu. Ça va commencer le 27 avril, vendredi prochain, par la cérémonie officielle des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Il sera suivi par des expositions sur l'esclavage. Il y aura aussi un lancement de concours d'écriture sur le thème de Raconte-moi ton taureau. Ensuite, toute la matinée, il y aura une exposition d'objets d'art et d'instruments traditionnels à la place de la République. En fin d'après-midi, nous aurons un espace dédié à l'initiation des danses et des instruments, le village des mémoires et des abolitions. Et pour terminer en beauté, le dernier jour seront organisés le carnaval de Mayotte et un biwi géant. Et si durant ces 3 jours, une part belle sera faite au rappel des traditions, le président du conseil départemental a tenu à ce qu'un autre sujet soit également abordé. On profite de cette occasion aussi. Le président voudrait changer la date de l'abolition de l'esclavage à Mayotte qui a été arrêtée pour le 27. Mais en fin de compte, la vraie date qui sera retenue le 9 décembre à venir. Mayotte devrait donc avoir sa propre date de commémoration, ce qui au passage mettra peut-être un terme à la discorde sur la question de l'esclavage à Mayotte. Il est vrai que chaque fois que le sujet est évoqué, certains se refusent à admettre que l'île aux lagons a connu cette pratique, et pourtant. Il y avait une forme d'esclavage, c'est-à-dire que des gens possédaient des esclaves qui les nourrissaient, qui s'en occupaient, mais ce n'était pas comme en Afrique, en Amérique ou aux Antilles où on les battait et tout ça. Parce que c'était sous la loi musulmane. Ces esclaves étaient comme de la famille. Ils étaient là, ils travaillaient, ils faisaient les travaux, mais ils n'étaient pas payés. C'était ça la différence. En 1846, le roi Philippe prend une ordonnance abolissant l'esclavage, une ordonnance qui sera mise en application l'année d'après, en 1847, par le commandant Passot. Ainsi, pour ceux et celles qui souhaitent en savoir davantage sur ce pan de l'histoire de Mayotte, rendez-vous au Festival des arts traditionnels de Mayotte ce week-end, du vendredi 26 au dimanche 28 avril. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquasi.fr. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain 6h avec toute l'équipe de la matinale.